Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention à la une de l'actualité ce soir. La mise en place d'une brigade de contrôle de prix dans le cadre du lancement des activités du programme de renforcement de la lutte contre la cherté de la vie. Une brigade spéciale dénommée Brigade de contrôle rapide. Sa mission, constater et réprimer toute pratique de prix illicite et défaut d'affichage. Après les troubles enregistrés dans la ville de Ndousi il y a 2 mois, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, avec l'appui du système des Nations Unies, a organisé un dialogue communautaire dans cette localité. Objectif, exhorter les populations à œuvrer dans le sens de la paix. On en parle dans cette édition. Et puis au Nigeria, le naufrage d'un bateau dans l'état d'Anambra fait près de 80 morts. Selon un communiqué de la présidence nigériane, les équipes de secours ont confirmé avoir retrouvé 76 corps sur les lieux du drame. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre dans le cadre du lancement des activités du programme de renforcement de la lutte contre la vie chère. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Souleymane Diarra-Souba, a procédé à la mise en place d'une brigade spéciale dénommée Brigade de contrôle rapide. Sa mission, constater et réprimer toute pratique de prix illicite et défaut d'affichage. Reportage. Face à la hausse des prix de certains produits et le non-respect du plafonnement des prix des denrées de grande consommation. Face à ces préoccupations des consommateurs, vous avez bien voulu autoriser, dans le cadre de la lutte contre la vie chère et de la protection des consommateurs, la création d'une brigade spéciale dénommée Brigade de contrôle rapide, en abrégé BCR. Logée à la Direction générale du commerce intérieur, la Brigade de contrôle rapide, en abrégé BCR, aura pour mission d'assurer une veille permanente sur les réseaux sociaux et la ligne verte du ministère en charge du commerce, d'intervenir de manière diligente en cas d'alerte ou de dénonciation, de constater et réprimer les pratiques de prix illicites. Cette brigade a bénéficié de matériel roulant et informatique pour renforcer sa capacité opérationnelle en matière de surveillance du marché et de veille concurrentielle. Un réel motif de satisfaction pour les consommateurs. Notre cri du cœur a été entendu par le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Réaffirmant sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, rassure les consommateurs. Lorsque nous recevons des requêtes via les réseaux sociaux ou bien à travers notre ligne verte, le 1343, pour que dans les minutes qui suivent, ce dossier ou la plainte soit immédiatement prise en charge, nous avons décidé de créer la brigade de contrôle rapide, qui est également dotée de moyens pour que nous puissions être diligents lorsque nous sommes saisis par les populations. Dans le cadre du lancement des activités du programme de renforcement de la lutte contre la vie chère, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME met à la disposition des consommateurs le numéro vert 1343 en cas d'alerte ou de dénonciation de toute pratique de prix illicite et défaut d'affichage. Un reportage de Souleymane Donissangui commenté pour vous par Abou Sanogo. Le ministère de la fonction publique a organisé dans la commune de Grand-Bassam un atelier de validation de son plan stratégique courant 2022-2025. Un plan qui permettra d'offrir des services modernes aux usagers clients. C'était à Grand-Bassam donc en présence de la ministre Anouloto. Grâce Kando. Amélioration constante du niveau de satisfaction des usagers clients, renforcement de la politique sociale au sein du ministère de la fonction publique et redevabilité dans la gestion de l'administration publique. Entre autres éléments contenus dans le plan stratégique 2022-2025 du ministère de la fonction publique, d'où cette rencontre qui réunit les différentes parties prenantes. Il était question d'élaborer un plan sectoriel pour le ministère de la fonction publique qui soit parfaitement aligné sur les axes stratégiques et les résultats du PND. Nous avons travaillé à utiliser des outils pour que le plan qui va être élaboré soit fait en prenant en compte toute la rigueur en matière de planification. Nous avons 3 volets. D'abord, le premier volet, c'est la gouvernance. Le deuxième volet, c'est la fonction publique. Le troisième volet, c'est la transformation du service public. Le plan stratégique 2022-2025 de la fonction publique est suivi d'une plateforme modulaire dénommée Modernisation des processus métiers. Vous devez garder en permanence
présent à l'esprit. La grande ambition du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'imprimer à la gestion des affaires publiques des pratiques de bonne gouvernance qui reposent sur une planification rigoureuse des activités que vous aurez à conduire. Le plan stratégique 2022-2025 permettra d'offrir une nouvelle gamme de services modernes déconcentrés aux usagers clients de la fonction publique. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont fait des dons au nom du gouvernement aux populations du village de Tambi dans la sous-préfecture de Sorobango dans le département de Bondoukou, des dons pour soulager les personnes qui ont été victimes d'une forte tornade qui a causé d'énormes dégâts dans ce village. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de l'Igname dans ce village. Reportage signé Herman Yamia. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans le village de Tambi, sous-préfecture de Sorobango, dans le département de Bondoukou. Les deux membres du gouvernement répondaient ainsi à une invitation pour la célébration de la fête de l'Igname dans ce village. Leur présence restera dans les annales de l'histoire de ce village nafanant, car ils sont arrivés les bras chargés pour soulager la population. Le ministre d'État, Kobina Kwasi Adoumani, a offert au nom du président de la République Alassane Ouattara une ambulance médicalisée au centre de santé rural de Tambi. Avant, quand on partait dans les grandes cérémonies, les doléances étaient de nature à parler de l'électricité. Aujourd'hui, on parle peu de l'électricité parce que la plupart de nos villages sont électrifiés. Ceux qui ne le sont pas, les poteaux sont en train de venir. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, quant à elle, n'a pas caché sa joie de se retrouver sur les terres de son aîné, le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani, et de participer à cette fête de l'Igname. Sa présence était également l'occasion pour elle d'apporter le soutien et la solidarité du gouvernement à la population suite à une tornade qui s'est abattue sur le village le 15 avril 2021 et qui a occasionné plusieurs dégâts matériels. Dans ses bras, des vivres et non-vivres composés de 2 tricycles, 20 tonnes de ciment, 100 feuilles de tôle, 100 sacs de riz, 20 cartons d'huile, 25 cartons de savon et 20 cartons de tomates en plus du numéraire. Je vous demande de continuer. Que ces liens ne se brisent pas. Ces liens d'union, de cohésion, de solidarité, en toutes ces ethnies ne se brisent pas. Que nous soyons Lobi, Koulango, Nafana, le plus important, c'est d'être de Bondoukou, c'est de venir de cette terre. Le porte-parole des populations et le député de Sorobango et de Tagadi, Krakofi Paulin, ont exprimé leur gratitude aux 2 membres du gouvernement pour avoir effectué le déplacement. Ils se sont également réjouis des nombreuses actions de développement initiées par le président de la République Alassane Ouattara dans la région du Gontougo. Et loin des chants de solidarité, des entreprises ont été distinguées pour la performance et la qualité de leurs services au cours de la 5e édition de Qualitas Day. Les normes de qualité dans le secteur du pétrole et de l'énergie, enjeu pour la Côte d'Ivoire. Tel était le thème de cette 5e édition. Frédéric Oulaï et Mama Traoré nous en parlent. C'est un groupe bancaire qui a été déclaré double lauréat du prix du leadership du système management de la qualité et grand prix de la performance Côte d'Ivoire 2022. D'autres entreprises ont aussi été distinguées à l'occasion de cette 5e édition des Qualitas Day. Ces 2 prix représentent et s'appuient éventuellement sur les valeurs que nous avons en interne en termes de promotion. Je parle des 4 piliers principaux de nos valeurs qui répondent justement à celui du dynamisme, de la connexion, de l'engagement et éventuellement de la force de l'engagement vis-à-vis de nos clients. Cette distinction nous renforce dans notre conviction de toujours nous améliorer. L'aéroport d'Abidjan, qui est la principale porte d'entrée du pays, se doit d'être au point à tout point de vue. Cette 5e édition des Qualitas Day, consacrée aux normes de qualité dans le secteur pétrolier et le secteur énergétique, a également mis un point d'honneur sur la résilience des entreprises issues des 10 secteurs. Nous nous sommes dit qu'il y a du travail qui est fait dans l'ombre et ce serait bien qu'on associe déjà cet aspect-là de manière à informer le grand public sur les efforts énormes que notre gouvernement déploie déjà pour pouvoir soulager les populations. Lors de panels, des experts ont situé les enjeux pour la Côte d'Ivoire, des normes de qualité dans le secteur pétrolier et énergétique. Tout le monde a besoin d'énergie, que ce soit pour cuisiner,
que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour tout ce qu'on doit faire, on a besoin d'énergie. Donc c'est vraiment assez important en termes d'enjeux pour un pays de garantir que toutes les entreprises et toutes les parties prenantes impliquées dans ce secteur respectent les normes de qualité nationale. Cette 5e édition des Qualitas Day a pour innovation la distinction des entreprises étrangères opérant en Côte d'Ivoire dont les expertises reposent sur la sécurité, la santé au travail et le respect des normes environnementales. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 10 octobre 2022 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 278 échantillons prélevés, soit 3,6% de cas positifs, 14 guéris et 0 décès. À la date du 10 octobre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 438 cas confirmés, dont 86 566 personnes guéries, 826 décès et 50 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 633 945 le 8 octobre 2022. 88 061 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 19 787 678 doses. Du 1er mars 2021 au 9 octobre 2022, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Le ministre de la Santé, Pierre Damba, qui a d'ailleurs fait don d'une unité de production d'Atiéké d'un coût de 20 millions de francs CFA aux femmes du village de Lébébé, un village situé à 10 km de Tahabo. Les détails avec Patricia Omouitia. Dans la continuité de sa politique de proximité avec la population, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Pierre Damba, par ailleurs ministre de la Santé, a effectué une tournée dans le département de Tahabo. Au programme, plusieurs activités de développement, notamment l'inauguration de l'unité de production d'Atiéké offerte par le président du conseil régional aux femmes du village. Au départ, on n'y croyait pas. Mais quand on a vu les machines qui sont arrivées pour la première fois pour déblayer le coin et qu'on a vu la première pierre, depuis, nous sommes avec lui, nous avons recensé les femmes, il y a les apprenantes, il y a des fabricants d'Atiéké et nous avons mis toute une chaîne en place. L'installation du président de la mutuelle pour le développement du village de Lélé-Blé a fait suite à l'inauguration de l'unité de production de l'Atiéké d'une valeur de 20 millions de francs CFA. L'unité a une production journalière de 700 paniers de 48 kg, soit 33,6 tonnes d'Atiéké par jour. Le village de Lélé-Blé est le premier à être doté d'une telle infrastructure dans le département de Tahabo. Nous avons formé ces femmes à la gestion de la coopérative. Et nous avons des fonds qui sont donc mis en place pour leur permettre, non seulement pour celles qui veulent créer des champs de manioc, le faire, mais également permettre à la coopérative donc, de travailler et permettre à certaines d'entre elles donc, de vendre le manioc, l'Atiéké ou l'Atiéké déshydraté donc, sur les marchés au niveau national et international. Le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa a clôturé son séjour par une visite de chantier du dispensaire et de la maternité, ainsi que de la pose de la première pierre du collège modèle de Lélé-Blé. Au cours d'un atelier organisé à Divo, l'unité de coordination du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique veut identifier les contraintes, les causes profondes et les solutions envisageables afin de rendre la filière palmier à huile plus compétitive, productive et surtout créatrice d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Atelier qui a mobilisé les acteurs de la chaîne de valeur du palmier à huile. Reportage Hamza Diaby. La transparence dans le mécanisme de fixation des prix. Motivation pour la certification et la question du financement de la réhabilitation des pistes d'accès aux plantations. Ce sont entre autres des recommandations qui ressortent des 2 jours de réflexion à Divo entre les acteurs de la filière palmier à huile et les experts du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, le PC7. Tous ces acteurs s'inscrivent parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une création de valeur ajoutée toujours plus grande en Côte d'Ivoire, et cela dans le but d'augmenter les revenus pour les producteurs, mais aussi les autres acteurs de la chaîne de valeur du palmier à huile.
Le PC7, projet financé par la Banque mondiale, est mis en œuvre par une unité de coordination rattachée au cabinet du Premier ministre. Il vise à améliorer l'accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur de l'EVA, du palmier à huile, de l'ananas, de la mangue, du karité et du textile et habillement en vue de la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée. Nous avons également échangé avec les acteurs de ce que nous pourrions faire en termes de partenariat avec des pays qui initialement étaient venus s'inspirer du modèle ivoirien et puis aujourd'hui qui ont connu une certaine diversification. Des échanges salués par les acteurs de la filière palmier à huile qui attendent la mise en œuvre des recommandations. Sur tout ce que je pensais, on a débattu. Et vraiment sincèrement, ça a été pris en compte. Mais je prie Dieu qu'au niveau du gouvernement, puisse prendre ça en compte. Nous les producteurs, là, ils arrivent à nous satisfaire. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, que la mise en œuvre se fasse aussi rapidement. Parce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, des choses évoluent. 2 millions de tonnes de régime de palme proviennent annuellement des quelques 290 000 hectares de plantation. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 500 000 tonnes d'huile de palme brute. Au vu de ces résultats, le pays occupe la 2e place sur le continent africain et la 8e au plan mondial. Et quittons les plantations d'huile de palme. Sachez qu'à la faveur de l'installation d'un nouveau chef dans un village du département d'Agboville, le village de Mbérié, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a sensibilisé les têtes couronnées et les populations présentes au reboisement, cela afin de redonner vie au couvert forestier ivoirien. Franck Quadio. Mbérié, sud-ivoirien, la quiétude du village troublée par une cérémonie particulière. Cette localité du pays avait un nouveau chef, Nana Kofi Abi. Le raffia au pied et le port des attributs de la chefferie, le nouveau guide est installé par les autorités administratives. Des cadres fils du village heureux car cette action marque le signe de la cohésion, Mbérié longtemps miné par les conflits internes. Pour le développement du village, maintenant nous sommes dans la cohésion sociale. Parce qu'une fois qu'il y a la cohésion sociale, la paix, en tout cas, il n'y a rien de tel. Le nouveau chef, salué par le parrain, le ministre des Eaux et Forêts, soutenu par le ministre Demba Pierre, président du conseil régional de la Nibi-Tiassa et représenté par son directeur de cabinet. L'occasion est propice. Laurent Tchagba convie tout ce beau monde à quelques encablures du village pour un planting et l'action a du sens. On a profité du fait qu'on vient introniser un chef, faire le planting d'arbres. C'est avec les parents qu'on a l'espace pour pouvoir le faire. Mais ils sont de plus en plus réticents compte tenu du fait que reboiser, ils ne voient pas ce qu'ils gagnent dedans. Donc nous les sensibilisons à accepter de reboiser avec nous pour qu'on puisse atteindre l'objectif de 2030. Et dans le prolongement de l'initiative, une rencontre prochaine à Yamoussoukro pour rencontrer le Gotha des têtes couronnées. L'atteinte des objectifs de reboisement que s'est fixé la Côte d'Ivoire avant 2030 en marche donc et il intègre l'implication de toutes les forces vives. Le président du Sénat, Janero Soukouadio, membre du présidium du RHDP, a rencontré à Yamoussoukro les secrétaires départementaux du RHDP de Thiébissou et leur personnel. La vie du parti ainsi que les futures échéances électorales ont été les temps forts de cette rencontre. Reportage. Les 2 secrétaires départementaux du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP de Thiébissou, nouvellement investis, sont aux côtés du président du Sénat. Une rencontre à laquelle prend part le personnel politique du parti dans ce département. Jano Aoussou-Kouadio veut contribuer à une bonne implantation du RHDP à Thiébissou. Avec votre investiture, nous devons rentrer de plein pied dans la stratégie d'implantation du parti dans le département de Thiébissou. Aujourd'hui, je parle des gens de Thiébissou, l'exercice que je fais, je vais le faire département par département. La vie du parti, les futures échéances électorales, les stratégies d'occupation du terrain. Jano Aoussou-Kouadio galvanise à la base pour le rayonnement du RHDP. Tous épousent la vision. Après avoir écouté le président du Sénat, nous allons nous mettre sur le terrain pour préparer les élections à venir, le recensement électoral. Il vient de nous mettre en mission.
À l'investiture, le président avait donné déjà cette feuille de route. Que tous les cadres encadrent, accompagnent les secrétaires départementaux. Et c'est de son rôle, son droit, en tant que leader de la région, de faire cette tournée. Un don de 3 millions de francs CFA. Jeannot Aoussou-Kouadio a également invité les secrétaires départementaux du RHDP de Tibissou et leur personnel à œuvrer au quotidien, aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, à l'essor de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Kader Sogodogo, deuxième titre de ce journal. Après les troubles enregistrés dans la ville de Houndossi il y a 2 mois, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, avec l'appui du système des Nations Unies, a organisé un dialogue communautaire dans cette localité. Objectif, exhorter les populations à œuvrer dans le sens de la paix. Walter Amadou Ouattara. 3 jours d'échange pour comprendre et adresser les mots qui perturbent la quiétude sociale depuis un certain temps à Houndossi, situé à quelques encablures de Tiassalé, c'est dans la région de la Niébi-Tiassa. Le directeur général de la cohésion nationale revient sur le mode opératoire. Vous serez répartis en 4 groupes. Pour plus d'efficacité dans la réflexion, un questionnaire est soumis à votre groupe. Ces questionnaires sont libellés ainsi. Quels sont les problèmes qui minent ou peuvent miner la cohésion sociale à Houndossi? Quelles solutions durables peuvent permettre de remédier à ces problèmes? Quels engagements pouvez-vous prendre vous-même pour mettre en œuvre ces solutions? Et pour soutenir vos engagements, quelles recommandations pouvez-vous formuler? Ces jeunes reconnaissent leur part de responsabilité dans les derniers affrontements à Houndossi. Des affrontements qui ont fait au moins 3 pertes en vie humaine, des commerces et domiciles incendiés. C'est la jeunesse qui était au front, donc la jeunesse a sa part de responsabilité. Donc je pense que c'est le moment de pouvoir arranger les choses. Donc les jeunes sont déterminés vraiment pour faire tout pour ne plus que cette situation arrive encore en Houndossi. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en partenariat avec le système des Nations Unies, sollicite la franche collaboration de tous les leaders pour un retour définitif de la paix dans cette cité cosmopolite. Cette cohabitation pacifique mérite d'être préservée à tout prix à travers nos efforts et vos efforts inlassables. Ce dialogue intercommunautaire va vous donner l'opportunité d'échanger selon une méthodologie testée qui a fait ses preuves dans d'autres localités. Mais qui vous a renseigné ces temps-ci que pour un oui ou pour un non, on prend fusil? Pour un oui ou pour un non, on prend le feu, on va brûler, on prend machette. Ça vient d'où? Ça, c'est pas ivoirien. Si j'ai déplacé le système des Nations Unies jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que je veux mettre un terme à ça. Quand vous avez fini de discuter, donnez-moi les résultats. Moi, je vais voir le président de la République et dire, à Houndossi, je crois que voici les problèmes qu'il y a. Si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça, on va trouver une solution définitivement. C'est dans le secret espoir de ne plus jamais entendre parler de remous social à Houndossi que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a ouvert ce lundi les travaux de ce dialogue intercommunautaire à la sous-préfecture d'Houndossi. Les écoliers et élèves de la région du Folon ont reçu des dons composés de manuels scolaires, des prises en charge de leurs frais d'examen pour ceux d'entre eux qui fréquentent les classes de CM2, de 3e et de terminale. Le généreux donateur est le ministre du Travail et de la Protection sociale, Adama Kamara. Il a exhorté les cadres de la région à soutenir toutes les actions en faveur du développement. Soro Corona. 6564 écoliers des classes de CM1 et CM2, élèves des 4e et 3e, des premières et terminales abordent cette rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité. Ces apprenants de la région du Folon reçoivent des manuels scolaires pour élever le niveau de l'éducation. Un don du ministre Adama Kamara. Pour les élus locaux de Milignan, ce geste vient soulager les parents d'élèves qui sont confrontés à des difficultés financières en ces débuts d'année scolaire. La famille éducative a aussi traduit sa reconnaissance au ministre Adama Kamara pour ce don. Ces ouvrages sont indispensables pour la réussite des apprenants. Monsieur le ministre, ce don est aussi le prolongement de la politique gouvernementale en matière d'éducation nationale, dont le paradigme est la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Tout en exhortant les cadres du district d'Idengeli à s'impliquer dans la scolarisation pour accroître le capital humain, le ministre Adama Kamara a pris des engagements. Vous et moi, nous devons être les relais pour parler à nos parents.
La première chose que nous devons obtenir de nos parents, c'est la scolarisation de nos enfants. J'ai aussi accepté de faire des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance pour certains de nos enfants. J'ai accepté aussi de faire les cartes nationales d'identité pour certains de nos enfants qui, en terminale, n'ont pas de carte d'identité, alors que la carte nationale d'identité est une des pièces exigées pour passer le baccalauréat. Dans le district autonome du Dengueli, ce sont plus de 19 000 manuels scolaires qui ont été distribués par le ministre, 13 000 pour le Kabadougou et 6 000 pour le Folon. Retour ici à Abidjan, Radio Côte d'Ivoire, située dans la commune du Plateau, a procédé ce lundi 10 octobre au lancement officiel de sa nouvelle grille des programmes. Des innovations majeures pour cette rentrée, avec l'entrée de nouvelles productions dans cette grille 2022 de Radio Côte d'Ivoire. On note le Forum de la presse, Sans détour, les salons de Radio Côte d'Ivoire, la Marche des champions, 2 grands moments radiophoniques qui visent une plus grande proximité avec les auditeurs. Serge Pas comme Didier Nguessan. Là aussi, le cancer du col de l'utérus et le cancer peut toucher tous les organes humains. L'animatrice Bintou Sanogo sensibilise les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire sur les méthodes de prévention pour la lutte contre le cancer du sein. L'émission Santé plurielle fait partie des programmes relookés et réaménagés de la nouvelle grille des programmes de Radio Côte d'Ivoire. La santé est notre bien le plus précieux. C'est justement le slogan de cette émission. Donc du lundi au jeudi. Les auditeurs sont servis autant au niveau de l'information du sport que des productions. Réunis au sein d'une association, ils ne boudent pas leur plaisir. La parole est à vous. Ça, c'est très important. Tout le monde entend. La radio parle même de la sensibilisation aussi sur le cancer du sein. Mireille Akédié et Rachingue Sankwasi, de grands noms de cette radio déjà à pied d'œuvre pour le bonheur des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin à 5 heures aborde ses nouveaux habits pour le bonheur de nos auditeurs, bien sûr, qui sont nos priorités. Au niveau de l'information, il y a de grandes émissions, les grandes émissions débat. On a plusieurs émissions. Vous avez Stade Connexion qui est de 15h à 18h le samedi. Le dimanche, également Stade Connexion. On a le Grand Mac chaque 11h. Et puis, on a la matinale. Mais coiffé dans tout ça par une émission phare le soir, Vérité des sports. De nouveaux programmes font leur entrée dans cette grille. Sans détour, la Marche des champions, Forum de la presse, une émission de débat pour décrypter l'actualité nationale et internationale avec des journalistes de toute obédience politique. Le Salon de Radio Côte d'Ivoire pour permettre aux autorités de présenter leurs programmes de société en faveur des populations. Des programmes conçus pour une grande proximité avec les populations. La grande matinale de Radio Côte d'Ivoire, de 5h à 9h. Et nous nous sommes fait appeler cette année le Cocorico des Ivoiriens. Si nous avons quelques modifications, 2 émissions phares de cette grande matinale, la parole est à vous et c'est pas normal. La mère des radios en Côte d'Ivoire, aussi disponible en ligne avec des émissions en replay. Le digital sera beaucoup plus développé. Et l'application mobile de Radio Côte d'Ivoire va également fonctionner. Radio Côte d'Ivoire, c'est aussi des émissions de divertissement comme le Big Show, ça cartonne plus. Et bonne rentrée des classes à toutes les équipes de Radio Côte d'Ivoire. En sport, une délégation du COCAN, le comité chargé d'organiser la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire, s'est rendue au Qatar, conduite par son président François-Albert Amichia. Cette délégation était en immersion dans le pays avec pour objectif de s'imprégner de l'expérience du Qatar dans les secteurs clés de l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football et établir un partenariat entre les 2 comités d'organisation. Samuel Metch nous en parle. Au Qatar, le président du COCAN 2023, François-Albert Amichia, et ses collaborateurs, le conseiller spécial Jacques Anouma, le directeur exécutif Moumouni Silla et le chef de département polyvalent Youssouf Diarra ont été reçus en audience successivement par Nasser El Khater, le CEO de la Coupe du Monde Qatar 2022, et par son Excellence Sheikh Ahmad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, président de la Fédération qatari de football. Les échanges ont porté globalement sur les pistes de collaboration entre les 2 comités d'organisation. La délégation ivoirienne a reçu quelques explications sur le modèle d'organisation qatari, sur les questions d'innovation, le marketing et les droits commerciaux, la billetterie et la communication. Ces autorités qataries se sont engagées à apporter leur soutien au COCAN 2023 dans sa mission d'organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations.
Entre les deux audiences, la délégation du COCAN a visité le musée du football du Qatar qui retrace l'histoire du football au Qatar depuis 1940. Poursuivant son agenda, la mission a visité Al Rayyan Stadium, l'un des 8 stades dédiés à la compétition d'une capacité de près de 45 000 places, dont les travaux sont achevés à 100%. La délégation a ainsi pu découvrir les loges VVIP, VIP et grand public, la salle de massage, la salle de contrôle, la salle presse et le tunnel d'accès à la pelouse. Un reportage de Samuel Mech et de Jean-Sylvain Esso. Dans l'actualité internationale au Nigeria, le naufrage d'un bateau dans l'état d'Anambra fait près de 80 morts, des morts et de nombreux disparus après le naufrage donc de ce bateau dans le sud-est du pays. Selon un communiqué de la présidence nigériane, les équipes de secours ont confirmé avoir retrouvé 76 corps sur les lieux du drame. Et puis au Tchad, sachez que Mahamat Idriss Déby est depuis donc aujourd'hui officiellement investi comme président de la transition. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif, un dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.